l'IA peut faciliter le travail énormément, fait gagner beaucoup de temps Ok. aux hommes. C'est une intelligence. Mm. Une intelligence ne peut pas remplacer un métier. L'IA va améliorer. L'IA va remplacer ceux qui vont refuser d'aller vers. Bonjour Gaston. Bonjour, M. Kouyaté. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, et monsieur, à vous aussi. Et donc, pour ceux qui te connaissent pas réellement, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer un peu ton corps de métier? D'accord. Je suis Gaston Koufi, ingénieur BTP, mais plus évoluant dans l'architecture. Je démarre en tant que technicien supérieur. Okay. Et par la force des choses, je stoppe les études et je rentre directement dans le métier. Et au fil du temps, je commence par comprendre que j'ai besoin de d'autres acquis. Et c'est comme ça que je retourne sur le banc, mais cette fois-ci, en faisant études et travail pour pouvoir financer effectivement le cycle ingénieur, jusqu'à ce que aujourd'hui je sois ingénieur BTP, mais qui me réoriente vraiment vers le BIM au fil de l'expérience terrain. Voilà. Et à Kofi Diabaté, en tant que responsable BIM, je démarre en 2016 en tant que collaborateur architecte. Par la suite, le référent BIM, coordinateur BIM, jusqu'à aujourd'hui responsable BIM. Ce qui m'amène vers le BIM, je dirais, c'est par frustration. Okay. Voilà, par frustration, j'explique. Quand j'arrive à Kofi Diabaté, en tant que coordinateur de projet, collaborateur, architecte, c'est pratiquement pareil, hein, qui accompagne l'architecte dans son développement architectural, sur le volet technique, sur le volet modélisation et autres. Je suis confronté à plusieurs types de projets. Et je peux citer pêle-mêle Abata Village de 226 logements, une promotion immobilière que je devais gérer bien sûr en collaboration avec d'autres collaborateurs. Et au fil du projet, on rencontre des difficultés. Les difficultés sur tout ce qui est synthèse 2D avec des alignements de plans un peu un peu archaïques, excusez-moi du thème. Et on se retrouve parfois à valider des éléments et après la réalisation, on n'est pas vraiment d'accord avec. Mais quand on fait ressortir, par exemple, le dossier validé avec la signature, l'appui et la date, on se rend compte que ça a été validé. Et donc, pour un bon ingénieur ou un bon architecte, quoi, qui essaie toujours de se remettre en question, on s'est dit, mais quelle autre solution peut nous permettre de vraiment éviter de découvrir après la réalisation? Et dans mes recherches, c'est un peu ça avec l'expérience, bien sûr, d'Orange, parce que arrivé à un certain moment, je suis intervenu aussi sur Orange avec un autre collaborateur. Et je me suis rendu compte que, en fait, le BIM qui est vraiment basé sur, on dit toujours, euh, c'est modéliser comme on construit, c'est résoudre les problèmes avant d'arriver sur le chantier. C'est comme ça que je m'intéresse à ce processus-là. Et par la force des choses, j'ai su des projets comme le musée du Vaudou au Bénin, l'Instad, le centre des affaires maritimes, avec tous ces problèmes qu'on rencontre. Finalement, on montre l'intérêt direct à tous les patrons et c'est comme ça, on devient spécialiste dans la chose par la force des choses et par l'expérience qu'on a acquis. Voilà. Pourquoi ça sert pour une telle agence d'avoir un pôle BIM? Super, très bonne question. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que à la base, il n'y avait pas de pôle BIM à Kofi Diabaté. Il y avait des gens qui s'intéressaient à tout ce qui est évolution des pratiques, parce il faut savoir qu'il n'y a pas que le BIM, il y a d'autres systèmes qui sont là, qui facilitent le travail de l'architecte. Il y a quelques personnes qui s'intéressent à tout ça et moi, quand j'arrive, je n'arrive pas pour créer un pôle. Okay. Voilà. Parce que quand j'ai fait mon cycle ingénieur, au moment de faire ma soutenance, je me suis dit, c'est quelque chose qui m'intéresse. Je vois un peu l'importance dans les cabinets d'architecture, dans les bureaux d'études, je peux dire dans le domaine de l'ASC. Voilà. Donc, je me dis, ASC, c'est vraiment architecture, ingénierie, construction. En fait, c'est le terme qu'on utilise généralement pour englober
la totalité Du domaine. du domaine. Je vois que c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, je choisis un thème de mémoire sur le BIM. Parce que je me suis dit que rester là que à faire des recherches, C'est ça. vraiment pas être confronté à des experts, parce que les jurys et autres sont des experts qui viennent de la Côte d'Ivoire comme d'ailleurs. Être confronté à ceux-là, ça va me remettre vraiment en question sur plein de choses. Voilà, parce que souvent, quand on va vers des évolutions, Mhm. on est un peu comme on a vu Dieu en personne et il y a plus de diable en C'est fait. ça, oui, oui. Donc, et ces experts-là, généralement, ils vont en quelque sorte constituer le diable. Mm. Excusez-moi le terme le diable, pas que c'est vraiment le diable, mais qui vont critiquer celui qui critique. Ils peuvent critiquer dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Et ma soutenance m'a permis de comprendre beaucoup de choses et vu mon engagement vers cette méthode-là avec le prouesse, bien sûr, parce que ce sont des expériences on mène directement en entreprise à travers, aujourd'hui, les archis. Un architecte, il est content quand il voit ses problèmes réellement. D'accord? On aligne tout ce qui est lot technique, structure, architecture, et là, il s'assoit et il voit des tuyaux qui passent, qui rentrent dans une poutre, mais où est la réservation? C'est pragmatique Mm. et c'est comme ça, lors d'une séance avec les décideurs, ils décident de me mettre comme responsable BIM. Euh, D'abord, ça, c'était le premier pas. Et par la suite, ils ont trouvé l'importance de créer un pôle Mm. spécial que je gère, qui est à Abidjan comme Cotonou, Ok. voilà, depuis un bon bout de temps. Ouais. Ah oui, c'est super ça. Ouais. Et donc là-bas, ça permet, donc ce pôle-là va permettre de pouvoir faire un peu cette forme de connexion C'est avec ça, les différents pôles archi, ingénierie, régler tous les problèmes en amont et tout ça. c'est ça. En fait, le pôle BIM, c'est vraiment un pôle de support. Quand il Hmm. dit support, qui intervient et chez l'architecte, et chez l'économiste, et chez le constructeur, et chez les BET, c'est vraiment une fonction support qui traverse un peu tout le monde. C'est celui-là même qui met un peu son nez partout Hmm. et qui détecte, par exemple, que cette façon de faire là, est-ce qu'il n'y a pas une façon peut-être d'automatiser, d'accord? Et il part vers des solutions. Et cette façon de faire là, est-ce que c'est pas mieux qu'on regroupe tout le monde et qu'on partage cette expérience-là? Ça évite, par exemple, que l'architecte finit de concevoir, il fait des exports, il envoie à l'ingénieur analyse, il fait un retour, ça fait trop de va-et-vient et Ouais. autres. Est-ce que c'est pas mieux, par exemple, qu'on regroupe tout le monde à travers une plateforme GED, voilà, et qu'on s'échange de façon réelle? Est-ce que c'est pas mieux? Et donc, c'est vraiment ce rôle-là. Et lui, il va aller encore plus loin, il va aller chez l'architecte, il va dire, bon, ok, l'architecte, ok, je remarque que ta façon de travailler depuis un certain moment, ce sont des choses qui se répètent. Est-ce qu'on peut pas uniformiser à travers un gabarit qui va te permettre demain de ne plus reprendre la même chose, mais d'avoir cette base-là de façon automatique en ouvrant par exemple ton Revit, ton n'importe quel logiciel. Est-ce que chez l'économiste par exemple, bon, au lieu que tu vas te permettre à chaque fois de faire des impressions 2D, de Mhm. venir chercher à comprendre il y a combien de types de portes, il y a combien de ceci. Est-ce que c'est pas mieux par exemple que tu me décrives un peu, fais-moi un cahier des charges de comment est-ce que tu veux extraire tes quantités, comment est-ce que tu veux faire ceci, moi, en tant que BIM manager ou responsable BIM, je m'assois, je programme de façon automatique des tableaux de nomenclature que je vais mettre dans le fichier de l'architecte, Mhm. de telle sorte que quand l'architecte, il modélise, en termes de quantité, automatiquement, l'économiste, il a. Mhm. Bien sûr, ça va avec un bon process parce que c'est pas aussi facile. Aujourd'hui, l'architecte, c'est pas celui qui fait des objets qu'on trouve un peu partout. Souvent, ils vont dans des formes, des dispositions Ouais. qui sont pas de l'ordinaire, C'est ça. d'accord? Donc, c'est plein de réflexions. Pour le chantier, par exemple, au lieu, à chaque fois qu'on vous envoie, par exemple, des fichiers AutoCAD, des PDF, Mhm. et vous faites des alignements, vous cherchez à comprendre. Est-ce que c'est pas mieux, par exemple, qu'on vous forme, par exemple, à Revit, mais cette fois-ci, Revit, exploitation Revit, Mhm. parce qu'il y a on modélise, bien sûr, mais il y a aussi l'exploitation qui Ok. est autre chose. Il y a des formations pour ça, on te forme. Et dès que tu as un fichier Revit, tu n'es pas un modélisateur, mais tu sais, par exemple, positionner une coupe,
tu sais transformer cette coupe-là en perspective, Hmm. tu sais coter, tu sais récupérer même aussi des quantités. Hmm. Voilà. Est-ce que c'est pas mieux qu'on te forme aussi sur les viewers, par exemple, qui sont un moyen très facile De à pouvoir- n'importe qui n'est même pas dans le domaine de pouvoir visualiser et autres. Et c'est plein de réflexions. Et on va plus loin que ça, même à intervenir sur les contrats. Parce que quand on parle de projet BIM, Hmm. ce qu'il faut savoir, c'est que tout commence par un contrat. Hmm. Pas de contrat, pas de convention. La Pour convention parler, je BIM. préfère parler, voilà, en termes un peu plus simple, contrat, Hmm. mais pas de convention BIM, pas de BIM. Parce que je peux pas venir demander à une entreprise de me produire des maquettes et il n'y a pas quelque chose qui le contraint à le C'est faire. ça. Il peut le faire comme ne pas le faire. Et pour vous dire, ça, c'est le combat qu'on fait tout le temps sur les chantiers où tu peux demander à l'entreprise de te fournir une maquette, il te dit non, que lui peut pas fournir. Que toi, l'archi, par exemple, envoyer une maquette qui n'est pas trop ça, donc lui aussi, il peut pas. Mais ce qu'il va oublier, par exemple, que c'est dans le contrat, on marque que l'architecte, il transmet, par exemple, une maquette de référence, mais c'est pas contractuel, ça ne contraint pas par rapport à toi. Pourquoi ça? Parce que l'architecte, il va tout modéliser. Ok. D'accord? Et, excusez-moi du terme, mais un architecte, c'est un faiseur de principe. C'est pas, celui Ouais, qui, il n'est pas, c'est pour ça, il travaille avec des c'est spécialistes. ça. Et une maquette, BIM, c'est pas une maquette, bien sûr qu'après, on regroupe tout, mais chaque corps de métier modélise Hmm. son lot. C'est ça. Alors que l'architecte, lui, il va tout modéliser. Quand tu prends le dossier de l'architecte, le fichier Revit, par exemple, tu verras les portes, tout, prises, tout ça, il mettra tout dans le même fichier. Mais euh, le spécialiste, c'est à lui de modéliser son corps d'état spécifique. Spécifique juste, et tout ça, c'est transmis à un coordinateur BIM qui va faire la coordination de tous ces lots-là, transmettre à son BIM manager qui va analyser et qui pourra produire des rapports pour correction à quiconque. Ah ouais. Ouais. C'est hyper intéressant. Ouais. Et là, on a beaucoup parlé, donc là, en introduction, j'ai dit c'est qui c'est que le BIM C'est ça. réellement, Building Information Modeling. C'est ça. Mais pour ceux qui connaissent pas du tout, c'est quoi le BIM? Si tu peux nous expliquer de manière terre à terre avec les lots 100 lots, 200 lots, 300, convention BIM, tout ça. OK. Le BIM, Building Information Modeling, c'est de façon simplifiée, moi j'aime dire, c'est la modélisation des données du bâtiment. Ok. C'est une méthode de travail, tout comme tout autre, mais qui est centrée sur la 3D. Sur la 3D, ça c'est son plus gros avantage. Bien sûr, tout ce qui est méthode de travail, ça concerne toujours des projets. C'est Et donc, ça. ça doit passer par des phases. Mhm. Ça doit passer par des contrats, donc de conventions, par des chartes, donc charte BIM, et voilà, et tout. Et en termes de phase, bien sûr, un architecte, il va fonctionner. Moi, je dis toujours, il faut adapter les choses en fonction des métiers. On prend pas, j'aime pas les imports, les importations de méthodes. Voilà. On importe bien sûr la méthode même en tant que telle, le BIM. Mais ce qu'il faut savoir quand tu es en phase d'un archi, il faut faire comprendre à l'architecte. Quand on parle de load, on parle ça correspond à quoi chez l'architecte? Exact. Tout ce qui est load, ce sont les phases qu'on a l'habitude de voir. Quand on va te parler de load 200 qui va correspondre à l'esquisse. Ouais. L'autre 300 qui va correspondre à un juste milieu entre l'esquisse et puis peut-être l'APS et ainsi de suite. Et donc quand tu quittes du load 200 ou 100 jusqu'au load X, parce qu'il faut savoir c'est qu'il y a plein de aujourd'hui dans le domaine tout le monde essaie de créer son load. Ça correspond chez l'architecte comme chez l'ingénieur aux phases qu'on connaît habituellement, l'esquisse, l'APS, l'APD, le DCE, tout ce qui est appel d'offres pro, exécution et autres. Vraiment, c'est le petit résumé que je vais faire c'est vraiment les phases. Voilà, Question basique mais importante. Est-ce que le BIM c'est Revit? Le BIM, c'est pas Revit. Ah. Le Non, BIM, mais parce que quand on parle de BIM, chacun dit, ah, mais moi, il travaille sur Revit, donc j'utilise le BIM. Donc, non, le BIM, c'est pas Revit. Le BIM, ce qu'il faut savoir, Revit, c'est un outil de travail. Ok. Le BIM, c'est une méthode de travail. C'est différent. Donc, dans la méthode de travail,
quand on parle de méthode de travail, on a des outils pour travailler comme Revit, C'est Archicad, ça. AutoCAD, Power BI, Excel, et voilà, tous ceux qu'on connaît, Inkscape, l'Union, tout ça. Ce sont des outils de travail. Et dans le BIM ouvert, il n'y a pas il y a pas on n'impose pas de logiciel à Exactement. quiconque. On travaille sur un projet, il y a des formats de BIM ouverts qui sont là, comme l'IFC et Ouais. autres, qui permettent à tout le monde de pouvoir travailler tranquillement. Et souvent, c'est sur des projets, il peut y avoir des projets où on se retrouve avec des acteurs qui sont tous Revit. C'est ça. Dans ce cas, on va dans un système de BIM fermé qui est peut-être de marquer dans le contrat qu'on veut que des formats RVT sur l'ensemble du projet. Sinon, de façon générale, l'idéal, c'est d'aller vers le BIM ouvert, de telle sorte que celui qui travaille avec Archicad travaille avec Archicad, celui qui travaille avec, c'est pas, Caneco ou n'importe quel logiciel puisse travailler tranquillement. Sinon, ce qu'il faut retenir, le BIM, C'est pas c'est Revit. une méthode de travail. Ok. C'est pas Revit, c'est un logiciel. Ok. Voilà. C'est vraiment ça. Et donc, comment... Moi, pour les informations que j'ai, sur Orange, une bonne partie a été gérée par le compte Prorata, le volet BIM. Ok. Parce que c'est pas quelque chose qui était prévu. Déjà, ce qui confirme ça, c'est que le BIM est devenu en phase d'exécution. Voilà. En phase d'études et autres, il y avait pas vraiment de BIM. Donc, c'est en phase d'exécution que ça arrive. Et ça a été vraiment ça a été une bonne décision quand même d'envoyer ce processus-là, parce que pour toutes les réunions auxquelles j'ai assisté, c'est là que j'ai compris vraiment l'importance du BIM. Aujourd'hui, j'ai dit toujours, je rappelle toujours, je vais toujours sur un exemple très simple, c'est que pour faire des synthèses sur des projets de ce genre, pour ceux qui ont déjà fait des synthèses en 2D, aligner plusieurs lots Ouais. Non, en 2D, c'est une folie. avec des couleurs, et s'asseoir, réfléchir à ça, j'ai compris pourquoi il y a beaucoup de Bah tous oui. ceux qui gèrent les projets, il y a beaucoup qui sont chauds. Et sur Orange, quand j'arrive la première fois à une réunion de synthèse et que je vois sur un grand écran les maquettes liées, quand tu regardes, tu n'as pas besoin d'être un expert, tu vois directement tout ce qui est duo qui s'entremêle. Tu vois que bon, l'ingénieur ici n'a pas prévu des réservations, mais il faut prévoir des réservations. Tu vois, quand tu vois tout ça, tu te dis, mais pourquoi ne pas aller vers ça? Hein? Donc, ça a été vraiment un gros avantage. Mais où il y a eu le problème, c'est le fait que ça n'a pas été quelque chose qui est venu à la base. Oui. Donc, en termes de gestion, l'entreprise qui a été sélectionnée pour gérer le volet BIM est partie par la suite, parce que je pense qu'il y a eu un moment où, en termes de gestion des factures et autres, il y a eu des soucis, parce que voilà, c'était pas prévu à la base, même si c'est avantageux, mais ça a un coût aussi. C'est ça. Voilà. Ok, maintenant on va parler d'un sujet qui est assez brûlant. Est-ce que l'IA remplacera les architectes? Je dirais rapidement, hein, je dirais non. L'IA va pas remplacer les architectes. L'IA va pas remplacer les architectes? Non. Ça, c'est vraiment mon avis. Et puis, mon expérience un peu dans l'IA. Ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, je ne fais pas que du BIM là, parce que je dis toujours, l'IA, moi, ma définition simple que je donne, c'est une intelligence. D'accord? Donc, c'est une intelligence artificielle. Donc, il y a l'intelligence naturelle qu'on a. Quand tu combines les deux, c'est bon. Un architecte, bien vrai que c'est lui qui conçoit avec plusieurs options et autres. Aujourd'hui, l'IA va permettre à l'architecte, par exemple, d'avoir le plus d'options que prévu. Avant, par exemple, pouvait se permettre d'avoir 2 options ou quoi, peut-être, je dis n'importe quoi, peut-être en une semaine, d'avoir que 2 options. Mais aujourd'hui, avec l'IA, avec son développement de base, il peut se permettre d'avoir peut-être 50 variantes ou bien 50 autres options en quelques minutes. D'accord? Mais au moment de choisir, le projet qui est adapté au client, qui est adapté aux contraintes de l'environnement, qui doit avoir un peu le côté humain, c'est là que l'architecte intervient. Et ça, je ne pense pas que l'IA puisse remplacer ça. Ah ouais? Parce que l'IA ne cause pas avec le client. Et les non-dits du client, parce que quand le client te donne un programme, OK, il y a ce qu'il dit, mais il y a des choses qu'il ne dit pas. Ouais.
Mais quand l'architecte est en face du client et qu'il connaît le client, lui, il arrive à détecter tout ça. Ce qui n'est pas dit. D'accord? Et donc, quand on parle de dit, pas dit, on parle de prompt. Prompt, c'est comment tu fais tes... Voilà. Est-ce que les non-dits, en fait, que tu n'as pas mis dans ton prompt, est-ce que l'IA va prendre ça en compte? Non. L'IA, après, va te faire des suggestions selon son contexte. OK, on va dire c'est pour essayer de prendre en compte ce côté non-dit et autres. Mais un architecte qui connaît son client, forcément, il y a des trucs. Souvent, quand il parle de non-dit, ça peut être même l'architecte qui va dîner avec un client et qui, pendant qu'ils sont en train de dîner, qui voit quelque chose dans la discussion que le client dit, par exemple, bon, cette table-là, j'aime bien la forme, hein, tout ça. Mais quand l'architecte va concevoir son projet, automatiquement, il va se rappeler de ce que le client avait dit là. La table, la forme de table là. D'accord? Mais ça, c'est l'architecte qui a écouté là. D'accord? Et quand on parle d'IA, il ne faut pas oublier aussi qu'on parle de compétences. On parle de skills. Et les compétences, quand on parle de compétences, c'est l'architecte, c'est l'humain qui a des compétences, qui sait décrire. Si tu n'es pas, tu supprimes l'architecte et que tu prends un informaticien peut-être à la place de l'architecte, lui, sa compétence en tant que telle est en informatique. Sa compétence n'est pas en architecture. Sa façon de décrire, ça sera jamais pareil qu'un architecte qui pratique le métier depuis longtemps. D'accord? Donc, l'IA ne remplacera personne. Ça, je vous le dis. Mais je suis pas d'accord. L'IA va remplacer ceux qui vont refuser d'aller vers. Ah, ok. Ceux qui ne vont pas changer leur manière de travailler, tout ça. Ceux qui ne vont pas s'intéresser, je dis toujours, tout ce qui est évolution de pratique, je prends un exemple tout simple. Avant, les gens faisaient avec moi, j'ai vu des plans où les gens ont fait avec Excel. Ok. D'accord? Excel. Ils ont fait des plans avec Excel. Ouais, les gens font des plans avec Paint aussi. Voilà. Et ce qu'on connaît tous, c'est les dessins à la main. Quand l'avènement du numérique est arrivé avec AutoCAD et ainsi de suite et autres, mais ceux qui ont refusé de suivre là, il y a plein qui sont au chômage. Ou bien soit on les conserve parce que ce sont des doyens, ou bien voilà, donc qui sont déjà à la retraite. Sinon, je ne vois pas un seul cabinet qui va les recruter un dessinateur à la main actuellement. C'est pas possible. Donc, celui qui est resté en marge de ça, mais celui-là va dire que le numérique est venu supprimer son métier. En fait, c'est pareil que pour l'IA. L'IA arrive, c'est une intelligence. Une intelligence ne peut pas remplacer un métier. Ok. En fait, c'est ça. Mais il peut remplacer des hommes qui font ce métier-là. Je ne dirais pas remplacer, parce que l'IA peut faciliter le travail énormément, fait gagner beaucoup de temps aux hommes. Énormément. Moi, je dis toujours, pour vous les architectes, parce que je sais que vous êtes architectes, pour vous les architectes, les réflexions sur les formes, c'est pas comme ça. C'est souvent, moi je travaille avec M. Kofi ou M. Diabaté, souvent je vois, parce que j'ai travaillé quand même sur beaucoup de projets avec M. Kofi. C'est deux personnes que j'ai côtoyées quand même pendant presque les 10 ans, en train de voir comment ils sont en train de concevoir les projets, qui t'envoient des esquisses avec le système d'avant, les calques, tout ça. Trouver les formes, c'est pas donné à n'importe qui. C'est beaucoup de boulot. Donc, souvent, ils vont se retrouver avec une option et puis les autres options, ils n'arrivent pas et autres. Ce que l'IA va faire là, c'est de proposer plusieurs autres solutions. Mais l'expérience, la vision, la façon de concevoir et autres de M. Kofi ou M. Diabaté, ils ne pensent pas que l'IA puisse remplacer ça. L'IA va améliorer. L'IA qui s'essaie de donner, il collecte, il structure et puis fiabilise. Il produit des résultats. En fait, c'est ça, l'IA. L'IA, c'est savoir collecter, savoir structurer, savoir fiabiliser et pouvoir obtenir de vrais résultats. Donc, quand on parle de collecter, ça va être difficile pour quelqu'un qui n'est pas dans un domaine de pouvoir collecter et les trucs. Il va prendre tout et n'importe quoi. Mais il faut que ça soit quelqu'un du domaine. Donc, l'IA ne va pas remplacer l'architecte.
C'est l'architecte qui veut que l'IA remplace ce qui sera foutu, s'il n'est pas allé vers. L'ingénieur, c'est pareil. Moi, aujourd'hui, je suis ingénieur, je suis BIM manager. En termes de métier, je suis responsable BIM. Je pouvais m'asseoir là, à regarder les choses venir. Mais j'ai compris que non. Le responsable BIM, c'est quelqu'un qui cherche des solutions. Et donc, si l'IA me facilite, moi, avant que je ne commence à m'intéresser à l'IA, j'ai consulté plusieurs développeurs d'applications pour pouvoir me développer des plugins pour tout ce qui est calpinage de menuiserie, tout ce qui est détail des pièces. Ils m'ont envoyé les factures. Je les ai vues. J'ai vu les factures. Et qu'est-ce qu'ils m'ont demandé? La première question qu'ils m'ont posée, c'est quoi? Transmets-moi ton cahier de charges, je te fais la facture. D'accord? Qui parle de facture, pas de procédure, pas de plein de choses. Mais arrivé à ce moment, en tant que bon ingénieur, ou bien en tant que ça, je parle en tant qu'ingénieur, mais pour un architecte, il va s'asseoir, mais attends, est-ce que je ne peux pas essayer quand même de voir si je ne peux pas moi-même? Et c'est comme ça, moi, je m'intéresse à la chose. J'achète un compte, pour moi-même avec mon propre argent, pour faire mes recherches. Et après l'achat de mon compte de logiciel, Claude par exemple, avec Visual Studio et autres, je commence à interroger, jusqu'à ce que je développe moi-même mon plugin en ayant zéro formation en Python ou en quoi, à développer des plugins aujourd'hui que je n'ai pas encore mis en utilisation en agence parce que je vais combiner les deux. Donc, je suis en train de chercher les solutions pour que ça soit un seul plugin et autres. Mais c'est pour vous dire, en fait, est-ce que là, l'IA est venue remplacer le BIM Manager Gaston? Non. Gaston est toujours resté là. Gaston réfléchit toujours à des solutions. Je prends un exemple tout simple. Mes analyses de dossiers. Avant, quand tous les dossiers arrivent, ce que je faisais, c'est que je vais prendre tous les documents, je vais lire. Non, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, avec Copilot, par exemple, comme j'ai le package Office 365 et qu'il y a Copilot qui est déjà intégré, c'est déjà acheté, ce que je fais, c'est avec ça que j'ai fait mes analyses de dossiers. D'accord? Mais en me structurant, parce que je ne vais pas. Tu sais déjà ce que tu cherches. Ça, je ne vais pas prendre tout et n'importe quoi pour l'intégrer dans Copilot. Je prends en fonction des types de recherche. Après, je fais une analyse commune. Et avec ça, quand je suis en face d'un ingénieur, je suis en face de n'importe qui. On discute, hein. On discute. C'est pas que non, il parle, j'écoute, on discute. Et donc, c'est ça l'avantage de l'IA. L'IA va te permettre de faire certaines choses que toi-même, personnellement, tu ne pouvais pas faire, mais ça ne va pas te remplacer. Ça va te remplacer à partir du moment où tu ne t'es pas intéressé à ça et que le client même arrive à faire tout ça lui seul. Quand tu t'intéresses à ça et que lui, par exemple, il fait son analyse, ce qui est bien avec l'IA, pour finir sur ce sujet, ce qui est bien avec l'IA, on peut avoir les mêmes données. M. Kouyaté a ces données. Moi, les mêmes données nous donnent les mêmes données. Mais M. Kouyaté est architecte. M. Kofi, lui, il est ingénieur. C'est ça. On va faire nos analyses. On ne va pas faire pareil nos analyses. On ne va pas avoir les mêmes résultats. D'accord? Et comme je dis toujours, l'IA, c'est savoir collecter, structurer et fiabiliser. Si tu rates un seul de ces trois-là, tu vas avoir des résultats approximatifs, c'est tout. Ça ne sera pas net. Voilà. Donc, l'IA, ça ne vient pas remplacer quiconque. Voilà. Et ce qu'il faut savoir aussi, ça, c'est ce que les gens ne savent pas, l'IA existe depuis longtemps. Voilà. L'IA existe depuis longtemps. Avec même les 8 transferts et autres là. Ça, c'est de l'IA. Les sous-titres dans les vidéos, tout ça, c'est de l'IA. Il y a plein de choses. Voilà. Et ce que je peux dire concernant l'architecte, en fait, l'architecte aujourd'hui doit pouvoir comprendre que, en fonction du niveau attendu, il doit pouvoir choisir ce qui va avec. D'accord? Aujourd'hui, on parle d'algorithmie, d'IA et autres. L'algorithmie, c'est le début de l'IA. C'est qu'aujourd'hui, un architecte qui doit faire des recherches, il doit savoir si c'est de l'algorithmie ou doit forcément aller vers l'IA. C'est quoi? L'algorithmie, c'est aujourd'hui, je vais aboutir à tel résultat. Quelles sont les étapes que j'enchaîne pour arriver à ces résultats? Une fois que c'est tracé, je préfère faire, par exemple, développer un plugin spécifique. Pour faire de l'automatisation plutôt que de... Je fais ça. Et c'est pour toujours. Ce qui est bien avec l'automatisation plutôt dans ce sens, une fois que tu as fini, c'est pour toi pour toujours. Ouais, c'est ça.
Tous ceux qui utilisent Claude savent qu'il y a un pourcentage d'utilisation Ouais. que tu as par jour et souvent, tu atteins les 100%. Tu attends 2 heures du temps après avant de faire. Donc, imagine si tu devais rendre un dossier à un Oui. client que tu dois attendre 2 heures du temps après. On Oui. comprend. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut aller plutôt vers l'algorithmie. Par exemple, pour tout ce qui est bon, il y a le développement de compétences que souvent qu'on fait, on enregistre dans Claude, on fait tout ça. Mais Les si projets. si tu connais ton travail, tu Ouais. sais que ça, par exemple, à chaque fois, il fait ça pareil. Chaque fois, il fait ça pareil pour atteindre ce résultat-là. C'est mieux de t'asseoir et de te concentrer pour automatiser ça que à chaque fois de puiser ton Claude. C'est ça. Et après, tu es obligé de payer, je ne sais pas combien de dollars chaque heure pour Oui, pour pour pouvoir. avoir des crédits Voilà. encore, c'est... Donc, l'architecte doit pouvoir s'asseoir. C'est pour ça aujourd'hui, c'est important de se remettre en question, de regarder et de dire, ah, il y a telle chose qui arrive, ne pas se braquer, d'aller vers, de comprendre et puis de pouvoir l'utiliser pour être, je sais pas, plus compétent en fait. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, un architecte peut analyser le dossier d'un ingénieur. Mm. Il peut même faire des prédimensionnements. D'accord? Il peut... c'est tout. Il y a plein de choses. Mm. Voilà. Je prends un exemple pour aller dans le sens du remplacement. Aujourd'hui, un informaticien qui travaille sur un projet qui veut remplacer l'architecte, ou bien, bon, je dis, un planteur qui veut remplacer un architecte, lui, il va sur Claude, par exemple, il dit non, j'ai mon terrain de 600 mètres carrés, propose-moi un plan. Bah, il propose. Ah, ok. Déjà, même ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils vont souvent ils vont faire proposer l'IA, toujours des petits trucs dedans. Ça, c'est la deuxième chose. Deuxième chose, il va dire, tu vas voir que lui, il va aller directement, il va dire, propose-moi un devis détaillé de ça. Ça, c'est le planteur. Mais l'architecte, il ne va pas faire ça. L'architecte va lui dire, propose-moi un plan pour ce terrain. Propose-moi des principes, structures et techniques pour ce projet. D'accord? Propose-moi des plans détaillés. Est-ce qu'on voit un peu comment lui, il enchaîne les choses? Ouais. Comment il enchaîne? Plan, principe, plan détaillé, ainsi de suite. Ça, c'est l'architecte, c'est celui qui a le métier, c'est lui qui fonctionne comme ça. Parce que c'est que plus tu es dans le détail avec l'IA, plus tu es dans la précision. Plus tu lui donnes plus d'informations. Plus tu lui donnes d'informations, c'est ça, collecter. Plus tu structures ça Ton prompt et que tu fiabilises, ton résultat est précis. C'est clair. Tu demandes un mot, tu donnes un mot baoulé à l'IA, tu demandes de traduire, il va te donner une définition. Mais ça ne va pas forcément être la traduction du mot baoulé. Pour un architecte, par exemple, l'IA générative, c'est très important pour toi en phase esquisse, APS. Ça te permet de gagner énormément en temps. Les présentations, les images et tout ça, ça c'est rapide. D'accord? Mais quand tu commences à arriver à l'APD, au DCE, avec tout ce qui est pièces écrites et autres, tu peux faire les pièces écrites. Hein. Tu peux faire les pièces écrites avec l'IA, tout. Mais tu as besoin de l'humain et l'expérience pour pouvoir vérifier les résultats. Ok. Moi, je ne dis pas que le travail... Non, pour le travail, là, l'IA peut tout faire. Moi, on est d'accord. Moi, je disais tout à l'heure que moi, j'ai développé un plugin, mais je n'ai pas de formation en Python. Voilà. Ni en PHP, ni non, du tout. D'accord? Mais comme je sais ce que je cherche, c'est ça qui me permet de pouvoir juger. En fait, c'est ça. Donc, l'IA ne va pas remplacer l'économiste. Peut-être que l'IA va remplacer le nombre d'économistes dans ton cabinet, peut-être. Ouais. Voilà. Mais pas l'économiste. Un architecte qui sort de l'école, oui, ok, on est d'accord. Il va produire tout ça. Mais est-ce qu'il a l'expérience pour faire des vérifications de ça? Il n'a pas l'expérience. Moi, je prends un exemple très simple. J'étais avec un ingénieur. On travaillait sur un projet qui est en bordure de mer. D'accord? Donc, moi, j'ai fait mes analyses en fonction des classifications de matériaux et tout ça. Et quand j'ai fait mes analyses, que j'ai interrogé Claude, par exemple, il m'a donné certains critères que j'ai regardés. Mais moi, en tant qu'ingénieur, j'ai compris qu'en fait, Claude a raison. Mais, dans le cas, l'ingénieur, ce qu'il a proposé aussi, c'est normal. Parce que qui parle de projet, parle de client, parle de le client qui pense plus à quoi? À son argent, à rentabiliser. Il y a plein de choses. Ça, il ne faut pas oublier. Donc,
c'est pas parce que j'ai fait l'analyse et que Claude m'a dit non, ah, on est à 1 kilomètre de la mer. Donc, cette classification ne marche pas parce que l'enrobage doit être à 5 centimètres, par exemple. D'accord? Alors que l'ingénieur, par exemple, il a prévu 3 centimètres. Donc, dans l'économie des C'est ça, budgets. il est dans l'économie du budget. Mais Claude dit non, les 3 centimètres, ça ne passe pas parce qu'on a 1 kilomètre de la mer. D'accord? Ou bien on a 2 kilomètres de la mer. Mais toi, l'ingénieur qui a l'expérience, qui a l'habitude d'analyser, qui a le rapport terrain, c'est-à-dire que tu es arrivé sur le terrain, tu as vu un peu avec tout ce qui se passe là, les bâtiments qui sont là depuis tel nombre d'années, tant, tout ça, tu as vu un peu comment c'est. C'est avec des enrobages de 1,5. D'accord? Tu arrives à essayer de comprendre. Et quand tu regardes le dossier de l'ingénieur en question, il prend d'autres paramètres en compte. Il ne prend pas que le paramètre classification des matériaux, il prend d'autres paramètres en compte. Mais c'est parce que tu as le bagage intellectuel pour pouvoir juger que là, tu ne vas pas le faire un palabre avec lui. Ouais. Donc, c'est là qu'il faut que je dise. Et pour être clair, c'est qu'aujourd'hui, l'IA, c'est à l'avantage de ceux qui ont des petits cabinets. Oui. C'est plus à l'avantage. Parce que, voilà, tu peux faire plein de choses. Tu peux faire plein de choses. Tu peux faire plein de choses, aller comptabilité, rapidement. Tout ce qui est image de synthèse aujourd'hui, là, pour quelqu'un qui paye encore des images de synthèse, pour moi, c'est de gaspillage d'argent. Ah ouais. Ouais. Donc, le visuel artiste. Aujourd'hui, là, tu n'as pas besoin de payer un spécialiste pour faire tes images. Tu as une base un peu en Photoshop, c'est suffisant. Ouais. Parce que l'IA, il n'y a pas mais de... il y a Gemini, tu prends Oui, juste... ça c'est IA. Ouais, tu vois, ouais, non, tu moi, je fais parle juste une de... capture d'écran. Moi, je parle de logiciel. Parce que, en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand on a fait tout sur Google AI ou Gemini ou ChatGPT, ouais. ou quand on a fini là-bas, il faut apporter sa touche C'est ça. humaine. Et sa Exactement. touche humaine, on va aller sur Photoshop ou quoi, pour rendre un peu la chose. Ou souvent, peut-être, sur le plan archi, c'est une fenêtre de 2 vantaux. Si l'IA a mis 4 vantaux, par exemple. C'est l'exemple que je donne comme ça. C'est toi, l'humain, qui arrive à gérer ça avec ton Photoshop, à rendre la chose un peu plus... voilà. Pour éviter que le client se dise, mais finalement, je t'ai payé, tu m'as envoyé des trucs IA. Bon, voilà. Donc, il faut que... et ça, c'est l'humain, en fait. Voilà. Ouais. C'est vrai qu'il y a aussi pour moi, je pense, le réel poids des architectes du fait que l'IA ne pourra pas remplacer encore totalement les architectes. Pourquoi? C'est la sensibilité. Parce que l'IA n'a pas la sensibilité. C'est ça, l'IA, c'est la génération, tac, 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 c'est une machine. C'est ça. Donc, mais tu as parlé d'un point qui est assez intéressant, qui est, si tu lui donnes un mot en baoulé, il va forcément te donner une réponse. Mais donc, c'est la bonne réponse. C'est ça. On parle de l'hallucination. Oui. Mais il y a aussi, par exemple, il y a quelqu'un qui disait qu'il lui a demandé, donne-moi l'image d'une belle femme. Et il lui a donné une femme toute blanche, fine, avec des cheveux, pourtant lui, il est noir, africain et tout ça. Donc, réellement, ça remet en question du contexte et les données qui sont données à ces IA. La donnée. Est-ce que ces données-là, aujourd'hui, nous, dans nos contextes africains, si on utilise par exemple Claude ou ChatGPT ou même DeepSeek pour les Chinois, si on les utilise dans nos contextes africains, est-ce que réellement ça colle, quoi? Est-ce qu'il y aura pas un problème finalement? L'exemple que tu viens de donner tout à l'heure, c'est la réponse à la question. Je veux une image d'une femme, d'une jolie femme, et puis ça, c'est une femme blanche qui soit. Parce que, en fait, la donnée actuelle sur laquelle ces IA-là sont basées, ce sont les données en Amérique, en Europe. Il n'y a pas en Afrique réellement. Aujourd'hui, chacun travaille de son côté. Mais il n'y a pas une base commune de données qui est adaptée à l'Afrique, à la Côte d'Ivoire, au Burkina, Cameroun ou quoi, qui va faire que quand je fais des recherches en Côte d'Ivoire, ça me met en même temps directement dans le contexte ivoirien. D'accord? Donc, l'un des boulots les plus essentiels où je disais que, en offre, plutôt je disais que pour moi aujourd'hui, au vu de tout ce qui se passe là, les politiques doivent revoir leur façon de nommer les gens au niveau des ministères et tout ça. Pour moi, il faut des vrais spécialistes qui gèrent certains
c'est un ministère pour qu'il y ait de bonnes réflexions. Donc, actuellement, il n'y a pas de spécialistes. Non, je dis pas ça. Je connais pas trop. Je dis pas ça. Mais je me dis, par exemple, pour tout ce qui est donné, donné dans le domaine de l'AIC, par exemple, il faut qu'on arrive à un moment où chaque ministère ou bien les ministères concernés réfléchissent à comment est-ce qu'on gère la donnée en Côte d'Ivoire. C'est quand on finit de gérer la donnée en Côte d'Ivoire que le Cameroun a fini de gérer, que le Libéria a géré, que le Mali a géré, le Burkina, l'Afrique du Sud, le Maroc, tout ça. C'est ce qui pousse un jour quelqu'un à dire, mais et tout ça, et si on mettait tout ça, on essaie de... Parce qu'en fait, l'un des plus gros soucis qu'on a, je prends l'exemple toujours des plateformes cloud. Les plateformes cloud qu'on a, c'est soit en Amérique ou bien c'est soit en Europe. C'est Belgique. Quand tu dois choisir, quand tu vas sur, par exemple, Autodesk Connection, tu arrives, c'est soit Amérique, Europe, où il y a d'autres pays, hein, mais il n'y a pas de pays africains dedans. Ça veut dire qu'on n'a pas de serveur, on n'a pas de truc, on n'a pas de système cloud qui est totalement pour nous. Et les données qu'on met là, mais les données, ils utilisent ces données-là pour enrichir leurs applications et autres, tout ça. Ouais. Voilà. Donc, pour moi, il faut que, déjà, pour aller dans le cas précis des architectes qui ont une base de données d'archivage énorme, il faut qu'ils arrivent à numériser tout ça, de pouvoir essayer de créer eux-mêmes des applications IA ou bien des outils IA qui puissent les permettre de travailler de façon autonome, de telle sorte que quand quelqu'un est en interne et qui doit faire une recherche, ça n'engendre pas forcément d'autres coûts. C'est ça. Et que ça soit plus précis en fonction de la façon de travailler du cabinet. Donc, c'est quand un architecte, deux architectes, trois architectes vont faire ça et que, par exemple, l'ordre des architectes, par exemple, s'essaie de ça pour essayer de croiser peut-être les données et tout ça, qui va pousser d'autres domaines, ainsi de suite et autres là. Mais pour résumer tout ça, pour moi, l'IA, c'est la donnée. Et la donnée, une fois que la donnée n'est pas claire, le résultat ne sera pas clair. Aujourd'hui, il y a des Sud-Africains qui sont en train de travailler sur un modèle d'IA générative qui est basé sur OpenAI, où, au fait, ils ont récolté un peu toutes ces données-là, ils mettent ça dans leur application et ils posent des questions pour dire, fais-moi une porte dans le style de telle personne. C'est ça. Puisqu'il y a déjà tous les plans qui sont dans le style du gars, l'IA peut générer automatiquement une porte. C'est vers ça les archives doivent aller. Une porte dans le style de telle personne. Et donc, si aujourd'hui, toi, en tant que cabinet, tu as centralisé tes données, on a mis ça dans une application et tout, pour faire 2, 3, 4, 5 modèles de façade, tu déposes juste le truc qui connaît ta touche, paf, 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 il te génère et tout. Et ce qui est bien dans l'affaire, c'est pour ça qu'il dit toujours rien de nouveau. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler des jumeaux numériques, un peu, on parle un peu de ça partout. Le jumeau numérique, c'est un peu ce que tu es en train d'expliquer là. C'est le même système BIM, mais cette fois-ci, on va positionner par exemple des capteurs de façon réelle dans la ville qui va à chaque fois envoyer certaines informations pour pouvoir servir à l'exploitation. Tu vois. Et aujourd'hui, en Europe, il y a plein de villes qui ont leur jumeau numérique. Je sais, j'ai entendu dans les coulisses, par exemple, que Plateau est en train de constituer son jumeau numérique. Et ça, c'est des choses, pour moi, c'est très, très, très important. C'est qu'ils arrivent, mais ça veut dire que pour pouvoir faire ça, il faut être organisé, quoi. Voilà. Parce que si tu n'es pas organisé et que tu mets des chambres de tirage à la place des regards au van, bon, mon frère, l'information qui va venir, c'est l'information qui n'est pas claire. Voilà, moi, on a eu un souci sur une usine comme ça quand je travaillais dans un cabinet avant Kofi Diabaté, où on est arrivé. Mais les gens ont branché l'eau sur des regards électriques. Wow. Mais ça a arrêté l'usine. Donc là, ils ont cherché toutes les solutions, ils ne trouvent pas. Et c'est comme ça qu'on nous appelle, parce que c'est nous qui avons travaillé sur l'usine. Et on arrive, mon patron et moi, on tourne. Vous dites quoi, c'est un problème d'électricité? On dit non, attends. Est-ce que c'est. Attends, vérifions les regards électriques. On ouvre les regards électriques, on arrive sur un niveau, on arrive là. C'est de l'eau qui rentre dans l'électricité comme ça. Parce que là, est-ce que là, quand on a fait ça,
même si on établit le jumeau numérique de cette usine-là, on a fait quelque chose d'autre, en fait. Donc, c'est d'être organisé, que tout soit vraiment numérisé. Et au fur et à mesure, ce qu'il faut savoir, moi, je suis content, c'est qu'au fur et à mesure, les choses vont avancer. Tout le monde prend conscience et voilà, ça va venir. Avant-dernière question, Gaston. Quel est pour toi, un peu dit, ton rêve personnel pour ces 20 dernières années? Et pardon. Quel est ton rêve personnel pour ces 20 prochaines années? OK. Moi, mon rêve, c'est que, par exemple, en Côte d'Ivoire, tous les projets soient vraiment BIM utiles. OK. Quand je dis BIM utile, c'est quelques cas d'usage. Bonne modélisation, extraction des quantités claires, synthèse, BIM, visualisation 3D, clean. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que les gens arrêtent d'être braqués sur tout ce qui est évolution de pratique. Moi, j'ai fait une soutenance sur le BIM. À un moment donné, je n'expliquerai pas tout, mais arrivé à ce moment, j'ai voulu arrêter. Tu étais combattu. J'ai été combattu, j'ai voulu arrêter et j'ai remercié, je vais dire son nom parce que c'est spécial, Docteur Pango Blanche, qui m'a permis de ne pas arrêter. Parce que là, je suis arrivé à un niveau où j'ai senti que on refuse même de t'écouter. Et quand on arrive à ce niveau-là, c'est compliqué. Donc moi, mon rêve, c'est vraiment que les gens ne se braquent pas dès qu'il y a une évolution de pratique. C'est que les gens aillent vers faire leur propre expérience de la chose avant de parler. Ne pas dire non, ben ça c'est le même truc qui vient là, après ça disparaît. Non, nous tous on va vers, on se fait notre propre expérience. Et puis si on veut arrêter, on arrête. Ça c'est vraiment ça. Et donc mon rêve aussi c'est que les gens évitent de copier-coller les méthodes et de les imposer un peu partout. Voilà, c'est de les adapter aux réalités. Voilà, ça c'est vraiment quelques points rapidement et que voilà, nos jeunes frères, nos jeunes archis, nos jeunes ingénieurs qui viennent sachent qu'aujourd'hui la formation est disponible partout, quand on veut, et on n'a pas besoin d'un expert qui quitte ailleurs pour venir. Voilà. C'est juste la volonté, donc que tout le monde ait vraiment cette volonté-là de faire beaucoup de recherches. Voilà. C'est tout. Donc, quel conseil donnerais-tu à ces jeunes-là qui nous écoutent? À mes jeunes aussi frères. Aux professionnels. Comment? Et aussi aux professionnels. Oui. Moi, à mes jeunes frères, d'abord, c'est de dire à tout le monde que je suis jeune, très jeune. Si j'ai dit mon âge, certains vont s'attraper la tête. C'est de s'intéresser à tout ce qui est évolution de pratique. Ouais. Moi, je dirais ça, je ne parlais pas de BIM, je ne parlais pas de SIM, je ne parlais pas de jumeaux numériques, je ne parlerai pas d'IA ou pas, je dirais évolution de pratique. Parce que tout vient, chaque fois, il y a des enchaînements. Il y a d'autres éléments qui arrivent et il faut pouvoir s'intéresser à tout ce qui arrive dans ton métier. Ouais. Tu t'intéresses et puis après, si tu veux, tu passes à autre chose. Et il faut aller à l'école. C'est important. Pour moi, aujourd'hui, le master, c'est le minimum. Ouais. Ça, c'est clair. Tous mes jeunes frères, c'est le minimum. Tu peux avoir... Ça, je suis en train de répéter ce que j'ai reçu de mes doyens. Parce que j'ai des doyens quand même avec qui j'ai discuté, qui m'ont dit, qui n'ont pas eu cette chance-là de faire le master comme nous, qui m'ont dit, non, mais aujourd'hui, le minimum, c'est le master. Parce que tout ce qu'on voit là, tu peux avoir le niveau que tu veux, mais si tu n'as pas le master, on te paye comme un technicien. D'accord, ça c'est ce niveau-là. Mais même la formation, en termes de formation, la formation qu'on a pour le master et autres, c'est pas pareil que pour un BTS ou bien pour une licence. Donc pour moi, nos jeunes frères doivent vraiment aller à l'école. Ça, je dis ça tout le temps, allez-y à l'école, étudier pour avoir des bourses d'études, tout ça, pour aller faire de bonnes études ailleurs ou quoi, pour faciliter votre étude. Je déconseille aux gens de faire le cycle, mon cycle, où j'ai fait un BTS après, je vais payer pour faire parce que c'est pas facile, ouais. C'est vraiment pas facile sur le côté familial, ouais, tu travailles, tu vas à l'école et après tu es combattu par des anciens qui comprennent pas. Parce qu'ils voient un ingénieur, il doit venir faire des dimensionnements. Pourquoi un ingénieur vient parler de BIM, par exemple? Voilà. Maintenant, pour les professionnels,
c'est d'éviter d'exporter des formateurs qui ne connaissent pas les réalités du terrain. Dans n'importe quel domaine. Aujourd'hui, on a plein de... Ce qui est bien, personne ne peut dire aujourd'hui qu'en fonction de ton domaine, il n'y a pas de spécialistes qui sont sur le territoire, qui maîtrisent la chose, qui vont pas te donner une formation. Il n'y a pas. Quel que soit le photographe, tout le monde, il y a des gens qui sont là. D'accord? Il faut juste savoir les chercher. Donc, il faut qu'on arrive d'exporter des formateurs qui viennent souvent. C'est eux qui tuent, au fait, la chose. Parce que quand ils viennent, ils font... Moi, j'ai suivi des formations BIM aussi. Hein, où le gars, il est venu, il est passé sur le truc. Il a pris ses millions, il est parti. Mais le patron, qui a payé beaucoup d'argent pour ce formateur-là, mais qu'est-ce qu'il va penser? Il va dire non, mais bon, ce truc-là, ça ne sert à rien. J'ai payé pour mes gars, mais il ne faut tout rien. Alors que si tu prenais quelqu'un localement, il va former étape par étape. Moi, c'est ce que j'ai fait en interne. Moi, je suis formateur en interne à Kofi Diabaté. Je forme les archives, les économistes et sur plein de choses. Mais c'est des trucs, quand je détecte quelque chose qu'ils ont besoin, je donne, j'essaie de donner la compétence qui va avec, parce que ce sont des expérimentés aussi, hein, donc pendant même les formations, ils vont partager leur retour. Et puis ça fait que ça devient, c'est pas qu'on vient s'asseoir pour recevoir. Donc c'est vraiment mes petits conseils que je donne, c'est de faire comme, voilà, rien n'est encore acquis, d'apprendre et puis tout ça. Ouais. Merci Gaston d'être venu. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Sur ce, portez-vous bien. Ciao.